Est-ce que vous vous souvenez de la mort de Mohamed Ben Driss à Marseille? On en avait parlé sur la chaîne. C'était quelqu'un qui était mort à cause d'un tir de LBD. On soupçonnait que c'était un tir de LBD parce qu'il n'y avait pas de vidéo, pas de témoignage. Il y avait une vidéo en fait juste avant sa mort, si je me souviens bien, où il était en train de filmer des équipes de police, peut-être le RAID. On va lire de toute façon un article qui va nous expliquer tout ça. On le voyait filmer et après, plus rien, plus de vidéo et on le retrouve mort. C'était pas quelqu'un qui était manifestant d'ailleurs, c'était un livreur je crois. Bref, on va lire tout ça. Il y a un article de Mediapart qui est sorti et ça m'intéressait de le lire avec vous par rapport à sa mort. Alors c'est comment le RAID, novice en maintien de l'ordre, a provoqué la mort de Mohamed Ben Driss à Marseille. L'enquête sur le tir de LBD fatal à un jeune homme de 27 ans à laquelle Mediapart et Libération ont eu accès d'ailleurs, montre comment cette unité d'exception a été mise au service d'un rétablissement de l'ordre spectaculaire alors qu'elle n'avait ni l'équipement, ni les compétences, ni le raisonnement adapté à cette situation d'émeute. Le 2 juillet, à minuit 58, au niveau du 73 rue de Rome à Marseille, Mohamed Ben Driss, au guidon de son scooter, est atteint par 2 tirs de lanceurs de balles de défense, LBD. Il remonte alors le long d'une colonne de véhicules du RAID déployés pour rétablir l'ordre à Marseille. Le jeune homme de 27 ans parvient à continuer sa route et s'effondre 2 minutes plus tard devant chez sa mère, cours Lieutot. Mohamed Ben Driss est le seul mort recensé lors de ces nuits d'émeutes qui ont suivi la mort de Naël Merzouk, tué par un tir policier à Nanterre. L'un des 2 impacts de LBD au thorax a provoqué une crise cardiaque ayant entraîné sa mort. L'autre a laissé une marque sur l'intérieur de sa cuisse droite. Il a pris 2 tirs en plus, le gars. Et c'est de mes souvenirs, c'était même pas un manifestant en plus. C'était un mec qui filmait. Sous l'effet d'un 3e projectile, un beanbag tiré à 3 ou 4 mètres, le phare de son scooter a éclaté. Il s'est fait défoncer le mec. Le 10 août, soit 6 semaines après les faits, 3 policiers du RAID, soupçonnés d'être à l'origine de ces tirs, sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'information judiciaire qui se poursuit vise à déterminer s'ils ont agi dans les règles de manière proportionnée. L'enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale, IGPN, et à la police judiciaire, à laquelle Mediapart et Libération ont eu accès, permet d'éclaircir dans quelles conditions le RAID est intervenu ce soir-là à Marseille et pourquoi il a décidé d'ouvrir le feu. Bon, ça va être intéressant à penser ce que ça vaut. IGPN en général, c'est quand même un petit peu biaisé, mais on va voir ce qu'ils disent. Les dépositions des mises en cause et d'une trentaine de témoins, policiers ou non, ainsi que l'exploitation de nombreuses vidéos, révèlent que cette unité d'exception au sein de la police, particulièrement peu préparée à assurer des missions de maintien de l'ordre, obéit à des logiques à part. Elle montre aussi que très tôt, le RAID a eu conscience de sa possibilité d'implication dans le décès de Mohamed Ben Driss et a préféré en discuter collectivement en interne, plutôt que d'en référer à la justice. Mais ça pue la merde. Enfin, chaque fois... c'est le problème aussi de l'IGPN, c'est que c'est des trucs entre eux, enfin, et en plus on peut les comprendre, vu comme c'est structuré, je veux dire, toi t'es policier et tout, tu te dis ouais on va en parler entre collègues, mais c'est pas ça la justice, ça doit pas être ça, et c'est pour ça que ça doit être réformé, c'est que tu dois avoir quelqu'un qui est un peu neutre, qui juge ça, et ça doit pas être des trucs en interne et tout, enfin, c'est ouf quand même. Là c'est bien parce que du coup, ce que j'ai compris, ils ont utilisé les caméras de surveillance et ça me fait penser au fait que on a pas mal lutté contre le fait d'avoir des caméras de surveillance dans les rues, de pas les fliquer tout le temps, mais en réalité si ça se trouve c'est les policiers qui vont demander à ce qu'on enlève les caméras de surveillance dans les rues quoi, parce qu'ils se font tellement baiser à chaque fois parce que en fait il y a des caméras, alors des fois les caméras bizarrement elles ont pas marché, je sais pas quoi, mais ça permet de mettre au clair des fois des situations où les mecs mentent. Mohamed a été tué par un tir de LBD 40 tiré avec une arme non adaptée et illégale, déjà c'est bizarre ça, par une unité spéciale inadaptée au maintien de l'ordre, couverte par la hiérarchie du RAID qui a dissimulé le crime en connaissance de cause, affirme Arié Halimi, l'avocat de la veuve de Mohamed Ben Driss. Arié Halimi c'est l'avocat qui est souvent là dans les trucs de violence policière. D'ailleurs lui il doit être intéressant, je sais pas s'il y a des interviews de lui mais ça doit être intéressant d'avoir son expérience. Au soir du 1er juillet, comme les 2 jours précédents, le RAID est déployé à Marseille pour faire face à des émeutes et pillages de magasins. Sur décision de Gérald Darmanin, c'est la première fois que cette unité d'élite spécialisée dans les prises d'otages et les interventions antiterroristes est ainsi employée à lutter contre des violences urbaines en métropole. On se demandait ce qu'on foutait là, résume en garde à vue Alexandre P., un des policiers en examen. C'était ma toute première nuit d'émeute dans ma carrière, ajoute son collègue Jérémy P. Nous ne sommes pas du tout formés pour ce genre d'émeute, nous ne sommes pas habitués à cela, nous n'avons même pas de protection adaptée.
Mais c'est vrai que c'est délirant, même pour eux, ça n'a aucun sens de les envoyer là-dessus. Hein. Dans les rues de Marseille, se déplace en convoi, le raid se déplace en convoi de cette véhicule, même si bon, j'imagine que parmi ces gars, il y en a quand même qui sont contents de tirer sur des immigrés, des descendants d'immigrés plutôt, en France. Hein. À sa tête, le PVP, petit véhicule de protection, un blindé très reconnaissable avec un opérateur du raid juché sur sa tourelle. À ce soir-là, c'est Alexandre P qui s'y colle. Son rôle, signaler aux autres des faits suspects et assurer la protection du convoi. Pour ce faire, il dispose d'un LBD multi-coup approvisionné par 6 munitions. Ah, un LBD multi-coup, d'accord. Nous devions suivre le PVP où qu'il aille sans jamais nous séparer ni changer la position de la colonne, explique un opérateur assis dans un autre véhicule. Le convoi est là pour impressionner, mais aussi pour interpeller si nécessaire ou disperser un attroupement. Oui, ils ont bien compris qu'avoir le raid dans la rue, ça impressionne. C'est vrai que ça fait un peu flipper d'avoir le raid. C'était un peu comme la Bravem, ça fait un peu flipper. Si les fonctionnaires du raid sont novices en maintien de l'ordre, ce sont des bons tireurs, habilités à toutes les armes. Ils s'entraînent plus souvent que les autres policiers. Signe qu'ils appartiennent à une unité à part, chacun d'entre eux peut choisir ses armes et les embarquer en mission sans formalité particulière. Au point que leur hiérarchie est incapable de déterminer a posteriori qui a pris quoi. Ça c'est bizarre, parce qu'ils peuvent choisir les armes, à la limite on s'en tape, mais au moins savoir qui a pris quoi. C'est quand même chelou. Au total, dans la nuit du 1er au 2 juillet, les 22 opérateurs composant la colonne ont tiré 107 beanbags, des projectiles de petits sacs compacts remplis de billes. Ils n'ont rempli aucune fiche TSUA, traitement et suivi de l'usage des armes. D'accord, donc ils n'ont rien rempli, on comprend rien. Ils ont utilisé 30 munitions de LBD, 10 grenades lacrymogènes, 4 grenades de désencerclement. Donc ils n'ont pas rempli les TSUA, donc les fiches pour l'usage des armes obligatoires après chaque tir pour les policiers classiques, en gage de traçabilité. Donc les mecs, ouais, ils ont tiré 30 LBD, 107 beanbags, des grenades lacrymo et tout, et on sait pas du tout qui a tiré quoi. Et pourquoi ils ont tiré et tout. Ils ne sont pas non plus équipés de caméras piétons, ah, quel dommage. Et leurs échanges radio en circuit fermé ne font l'objet d'aucun enregistrement. Ouais, c'est un peu délirant, hein. C'est un peu délirant, hein. Un premier tir depuis la tourelle. Lors du briefing, la hiérarchie du raid a appelé ses troupes à faire preuve d'une vigilance particulière sur les 2 roues qui pourraient leur tourner autour et s'attaquer à elles. Nous avions la sensation que les scooters étaient les leaders d'une guérilla urbaine, explique l'un des policiers placé en garde à vue puis relâché sans suite. Nous avions la crainte de recevoir les cocktails Molotov comme les collègues de Strasbourg qui se sont même fait tirer dessus à la Kalachnikov. Les collègues de Nîmes se sont fait tirer dessus au 9 mm. C'est dans ce contexte que les policiers assistent peu avant 1h du matin à une scène qui attire leur attention. Alors qu'ils sont requis au centre-ville pour sécuriser un magasin Foot Locker pillé, ils voient un piéton courir vers eux, tenant à la main un sac de marchandises volées. À sa hauteur, un scooter semble suivre et se livrer à un étrange manège. Il pourrait être son complice ou essayer d'arracher son butin. Dans tous les cas, il y a matière à interpeller, estime Alexandre P. depuis sa tourelle. Alors que certains collègues mettent pied à terre, le policier tire au LBD à 2 reprises. Ça déjà, il tire au LBD quoi. Là, il n'y a pas de risque pour eux, ils tirent au LBD. Les mecs, ils marchent, ils ont un sac, ils tirent au LBD. Ils visent d'abord le piéton, puis se retournent vers le scooter de Mohamed Bendris, qui continue d'avancer alors qu'on lui demande de s'arrêter. J'ai considéré son geste d'accélérer en direction du convoi comme un geste d'agression, explique Alexandre P., estimant sa distance de tir à 10 mètres. Je n'ai pas visé la tête, je voulais arrêter ce putain de scooter, qui nous fonce sur nous, met en péril notre capacité opérationnelle et pourrait représenter une menace, ajoute-t-il. Je me protégeais et je protégeais les personnels du convoi à terre. Le policier constate que le scooter continue sa route. Sur le moment, il n'a même pas été certain de toucher Mohamed Bendris. Les images qu'il a visionnées par la suite le lui confirment. On voit mon projectile sortir de la veste du scooter. C'est ma balle de défense qui sort de sa veste qui vient de tomber par terre. C'est probablement ce tir qui a atteint Mohamed Bendris en pleine poitrine. J'ai toujours fait mon travail dans la règle de l'art. Je ne veux pas la mort des gens, a indiqué Alexandre P. aux enquêteurs. J'ai jamais été aussi stressé alors que j'ai vécu l'hypercachère. C'est le ciel qui me tombe sur la tête. Après, le gars, il est peut-être de bonne foi, moi j'en sais rien, mais de toute façon, quand on voit la manière dont c'est structuré, structurellement, ça pue la merde. Les mecs, ils arrivent, ils prennent n'importe quelle arme, ils remplissent pas de fiches dans le cas de leur tir, ils sont pas habitués à ce genre de choses. C'est délirant, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que Darmanin a envoyé ces mecs-là dans la rue tirer sur des gens, quoi. Enfin, c'est vraiment la responsabilité aussi de Darmanin là-dedans. Un beanbag dans le phare. Au départ, et puis il tire sur un mec qui a pas l'air d'être dangereux en disant ouais c'est une menace parce qu'il continue d'avancer avec son scooter. Bon, oui. Enfin, ils ont des blindés les mecs. Hein. Il peut avancer avec son scooter, il va rien faire du tout en fait le gars.
Au départ, c'est le monsieur du fourgon qui était sur le toit qui tirait et ses collègues se sont mis à faire pareil, indique à l'IGPN une riveraine témoin de la scène. Une fois le scooter hors de portée d'Alexandre P, d'autres fonctionnaires prennent effectivement le relais. Ils sortent du deuxième véhicule de la colonne, un multivan Volkswagen. Les agents E et F, désignés ainsi dans l'enquête pour préserver leur anonymat, tirent chacun un beanbag dans la direction du piéton touché dans le dos. Ils parviennent à l'interpeller. Nabil B sera condamné à 4 mois de prison ferme pour le vol de 2 paires de Nike. 4 mois de prison ferme pour le vol de 2 paires de Nike? C'est délirant aussi le truc, enfin... C'est ouf, hein. C'est vraiment l'archétype, je crois que c'était Bégodeau qui disait ça, mais l'archétype du truc bourgeois, quoi. Le vol de l'énorme marque dans un magasin en ville et tout, tu prends 4 mois ferme, quoi. Enfin... Au même moment, Jérémy P, le passager arrière du multivan, se retrouve face au scooter. Celui-ci n'est plus qu'à une dizaine de mètres et fait des embardées de droite à gauche. Depuis leur fenêtre, des riverains en déduisent que le conducteur a dû être touché et tente de garder l'équilibre. Je me suis senti clairement en danger car je ne parvenais pas à comprendre ses intentions. Avance de son côté Jérémy P, il crie stop et met en joue Mohamed Bendriss avec son fusil beanbag. Le scooter n'a jamais ralenti, ouais, le mec il fait une crise cardiaque, oui. Et j'ai vu qu'il n'avait pas les mains sur les freins car il se rapprochait de plus en plus à 3 mètres de moi. Je me suis rendu compte qu'il était trop près de moi pour que je lui tire dessus, alors j'ai visé la calandre. Je l'ai impacté au phare qui était éclairé et qui a explosé. Il a volé en 1000 morceaux. Il y avait des éclats au sol. Bon, à la limite, ce truc-là se comprend peut-être plus de tirer dans le scooter que dans le mec, quoi. Mais après, c'est sa parole après coup. Est-ce qu'il a pas visé le mec et touché le scooter? On sait pas trop. 4 jours après les faits, c'est bien une munition beanbag fichée dans le phare qui met les enquêteurs sur la piste du raid. Je suis certain d'avoir tiré en direction de son scooter et non de sa personne, répète Jérémy P face à la juge d'instruction qui le met en examen. Son avocate Chantal Fortuné n'a pas souhaité s'exprimer. Le troisième mise en examen soupçonné du tir à la cuisse. Malgré ce nouveau tir, le scooter continue à remonter le convoi. Grâce aux vidéos récoltées au fil de l'enquête, l'IGPN établit qu'en quelques secondes, 6 détonations de tirs de LBD et de beanbag retentissent. Ils ont du mal à contribuer à la dernière, mais ils considèrent qu'il pourrait s'agir du tir de l'LBD qui a touché la cuisse de Mohamed Bendriss. Un fonctionnaire fait office de suspect privilégié, Sylvain S, conducteur de la Laguna en 3e position dans le convoi. Sur certaines images, le canon de son LBD dépasse de sa fenêtre. Je n'ai pas fait l'usage de cette arme. Faute de fenêtre de tir satisfaisante, assure pourtant ce policier. Le tir éventuel qui m'est reproché, c'est une blessure au niveau de la cuisse, c'est improbable au vu de l'angle du tir, ajoute-t-il. Il est tout de même mis en examen, son avocat Nicolas Brantôme n'a pas souhaité s'exprimer. Comment comprendre que le raid ait vu Mohamed Bendriss comme une réelle menace? Par des réflexes propres à son fonctionnement mais inconnus du grand public. Tout ce qui s'approchait de notre bulle de protection était considéré comme dangereux, résume l'un des opérateurs de leur garde à vue. Bah ouais, c'est aussi ça. Si les gars, si une brigade antiterroriste, oui, si t'as des terroristes qui s'approchent de ton convoi, c'est dangereux. Si t'as un random qui s'approche avec 2 paires de Nike de ton convoi, c'est pas dangereux. Enfin, ça a rien à voir en fait. Il faut vraiment être stupide pour forcer un barrage de convoi du raid complète un autre, pour lequel on ne pouvait pas se retrouver avec des émeutiers au milieu du convoi. Bah, il faut être stupide ou être en train de faire une crise cardiaque ou ne pas vouloir, même pas être un manifestant. Tous le répètent au sein de leur colonne, 2 médecins sont là pour prendre en charge d'éventuels blessés. Ils ont d'ailleurs porté assistance à Nabil B, le voleur de basket. S'ils ne se sont pas inquiétés du sort de Mohamed Bendriss, c'est parce qu'il a continué sa route sans encombre, paraissant en bonne santé. 26 jours pour envoyer une vidéo. Pour aboutir à la convocation de toute la colonne du raid les 8 et 9 août, le placement en garde à vue de 5 fonctionnaires susceptibles d'avoir tiré et la mise en examen de 3 d'entre eux, les juges d'instruction et les enquêteurs de l'IGPN ont mené un énorme travail de collecte et de recoupement d'indices pendant 1 mois. La nuit des faits, le scooter de Mohamed Bendriss, abandonné devant chez sa mère et volé dans la foulée, est retrouvé par un équipage de la brigade anticriminelle à 3h du matin. Coïncidence, 2 des 3 policiers qui contrôlent et interpellent le voleur seront mis en examen. 3 semaines plus tard pour des violences aggravées contre Eddie R la même nuit. D'accord. 2 des 3 policiers qui contrôlent et interpellent le voleur seront mis en examen, mais... D'accord, donc c'est vraiment un petit groupe, quoi. À la recherche du 2 roues, l'IGPN, Eddie R, pour ceux qui ne voient pas, je sais plus si c'était manifestant, lui, peut-être, qui s'est retrouvé avec un bout de crâne en moins, qui est complètement défiguré et tout. À la recherche du 2 roues, l'IGPN apprend le 6 juillet qu'il est stocké dans un commissariat marseillais et découvre qu'un beanbag est encastré dans le phare. Comprenant alors que le raid pourrait être impliqué, la police des polices envoie une série de réquisitions à cette unité pour connaître l'équipement de ses membres, la chronologie de ses interventions au cours de la nuit et la composition de ses équipages. Elle obtient des réponses rapides, mais pas toujours complètes.
En parallèle, la géolocalisation téléphonique de Mohamed Bendriss montre qu'il se trouvait au 54 rue de Rome à minuit 57, puis sur la cour Lieutot une minute plus tard. L'IGPN lance aussitôt une enquête de visionnage et récupère les images issues des caméras de la ville et de plusieurs commerces. Certaines retracent le trajet de Mohamed Bendriss, d'autres la progression de la colonne du raid. Une vidéo amateur de 25 secondes tournée par une habitante de la rue de Rome depuis sa fenêtre s'avère même cruciale. Elle montre l'interaction entre les policiers et les scooters et permet aux enquêteurs de distinguer à l'oreille 6 détonations. Auditionnée par l'IGPN, la vidéaste prête un étrange serment sur le procès verbal. Conformément à vos instructions, je m'engage à ne pas diffuser ce film à qui que ce soit ou à le montrer. Je prends acte qu'en cas de diffusion, je pourrais être poursuivi par la justice. J'ai compris ce que vous me dites, je m'engage à respecter la loi. La loi me propose pourtant rien de tel. Oh les bâtards. Il l'ont fait jurer de pas partager sur les réseaux sociaux alors que c'est sa vidéo à elle et qu'il n'y a aucune raison de pas la partager. On a le droit de filmer les flics et de partager des trucs, quoi. Putain. Et c'est l'IGPN qui lui a fait prêter serment. Mais vous voyez, l'IGPN, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment de la raclure. Hein. Le 11 juillet, au détour d'un courrier sur la géolocalisation de ces véhicules, la patronne locale du RAID mentionne l'existence d'une caméra sur le petit véhicule de protection, filmant en continu la progression du convoi. Je vous précise que je tiens à votre disposition les enregistrements, indique la commissaire divisionnaire qui coordonne les antennes de l'échelon zonal sud du rail. Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse. Cette vidéo n'est finalement pas transmise à l'IGPN. Non, mais finalement transmise à l'IGPN que le 28 juillet, 2 jours après une nouvelle réquisition formelle et presque un mois après les faits. Ce sont pourtant ces images de bonne qualité qui montrent le plus clairement le tir probablement fatal à Mohamed Bendriss. Comme l'écrit l'IGPN dans son exploitation, alors que le scooter progresse face au convoi, la veste de Mohamed Bendriss fait un mouvement soudain et s'étire de manière brusque du côté gauche. Au même moment, un objet rond et noir de petite taille se détache de la silhouette de Mohamed Bendriss, semblant provenir du pan de sa veste qui vient de sursauter et chute au sol. Cet objet qui tombe sur les trains ressemble au projectile, sur les rails du tram ressemble au projectile tiré par un LBD. Un visionnage collectif. Pourquoi le RAID n'a-t-il pas de lui-même transmis cette vidéo? Si l'on se fie à leur déposition, les policiers de l'unité, dont le chef de l'antenne marseillaise, la coordinatrice zonale elle-même, craignaient pourtant depuis plusieurs semaines que le RAID soit impliqué dans le décès de Mohamed Bendriss. Le 4 juillet, les premiers articles de presse évoquent le décès d'un conducteur de scooter touché par un tir de LBD à Marseille. Dans des circonstances encore floues, a posteriori, les policiers du RAID expliquent s'être posé la question du lien avec leur intervention, mais l'adresse où a été retrouvé le jeune homme a tendance à les rassurer. Ils ne se sont pas rendus cours Lieutot. L'adjoint au chef d'antenne a dit que nous n'étions pas concernés, affirme Alexandre P, pour qui l'information était classée. Le doute persiste cependant, raconte leur chef d'antenne. Des sources internes à la police semblent insister en pensant que le tir pourrait être celui d'une personne de la colonne. À mon adjoint, nous décidons par acquis de conscience de questionner les gars de manière globale. Certains nous font remonter qu'un scooter a traversé le dispositif à un moment d'interpellation rue de Rome, et certains disaient qu'en traversant le dispositif, il a certainement essuyé les tirs. Ces déclarations ont motivé chez nous le souhait de visionner les images du PVP. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit cours Lieutot et rue de Rome, c'est à côté. Bah ouais, en plus c'est à côté. C'est un peu ridicule. Plusieurs opérations du RAID confirment qu'un débriefing ou une réunion de crise a eu lieu pour clarifier la position de chacun, regarder ensemble les images et identifier les potentiels tireurs. Si aucun ne donne date de ce visionnage collectif, la coordinatrice zonale la situe avant la réception des réquisitions des GPN, c'est-à-dire entre le 4 et le 6 juillet. Ouais, c'est-à-dire que les gars, ils savaient, ils ont regardé entre eux, puis ils sont un peu couverts, quoi. C'est un peu moyen. Alexandre P, lui, estime qu'elle a lieu suite aux réquisitions de l'IGPN. Donc lui, il n'a pas la même version que sa chef. Ça a fait à peu près un mois qu'on sait qu'on est relié à la mort de ce jeune homme, résume-t-il. Selon ses dires, la coordinatrice a déjà connaissance des images lorsqu'elle rédige sa première réponse à l'IGPN le 6 juillet, dans laquelle elle relate les événements marquants de la nuit du 1er au 2. Elle semble s'appuyer dessus quand elle décrit avec précision l'interpellation d'un individu sortant du magasin Foot Locker, un sac à la main. Un individu en scooter venait à sa rencontre, les deux individus prenaient la fuite, le scooter forçait le passage de la colonne du RAID et parvenait à s'enfuir malgré l'usage de moyens de force intermédiaires. L'auteur du vol était interpellé rue de la Palue en état d'ébriété, impacté par un tir de moyens de force intermédiaires. Pour autant, dans son courrier, la commissaire divisionnaire ne propose pas à l'IGPN de lui transmettre la vidéo du PVP. D'accord, donc bizarre. D'après elle, plusieurs agents se sont signalés rapidement à leur hiérarchie, beaucoup pensant avoir tiré sans certitude. Cependant,
Mobilisés plusieurs nuits de suite sur les émeutes à Marseille, ils ne se souviennent pas de tous leurs faits et gestes et confondent parfois les scènes entre elles. Le 26 juillet, le RAID transmet finalement à l'IGPN une liste de 5 fonctionnaires se trouvant sur le flanc gauche du convoi, donc susceptibles d'avoir utilisé leur arme contre Mohamed Bendriss. Au moment de se rendre à la convocation de l'IGPN, ils ont plus d'un mois pour préparer leur réponse. Ouais, les mecs, ils connaissent les vidéos que l'IGPN a, ils ont un mois pour préparer leur réponse. D'accord, et c'était un article de Camille Polony. Merci Camille Polony, plus basé que Natacha.